On va parler de routage statique. C'est un peu la colonne vertébrale cachée de pas mal de réseaux. Pensez-y comme la boîte de vitesse manuelle d'Internet. Oui, ça demande un peu de précision, un peu d'effort, c'est sûr, mais en échange, on a un contrôle total, absolu sur la destination. Alors, tout part d'un problème, d'un vrai dilemme pour le routeur. Un routeur, c'est simple, il connaît parfaitement son voisinage immédiat, les réseaux qui sont branchés directement sur lui. Mais la grande question, c'est comment il fait pour guider des données vers une destination qu'il n'a jamais vue, qui se trouve peut-être à l'autre bout du monde, sur Internet. L'analogie du bureau de poste est parfaite pour ça. Imaginez le postier du coin. Pour livrer le courrier dans son quartier, pas de souci, il pourrait le faire les yeux fermés. Mais pour envoyer une lettre dans une autre ville, là, il lui faut des instructions claires, une adresse précise, un itinéraire. Eh bien, pour un routeur, c'est exactement la même chose. Sans instruction, sans cette carte, les données, elles se perdent. Alors, comment un routeur commence à apprendre? Eh bien, par ce qui est juste sous son nez, ses connexions directes. C'est la base de la base. Un câble est branché, l'interface s'allume, et hop, le routeur apprend instantanément l'existence de ce réseau. Il l'ajoute direct à sa carte, c'est vraiment son point de départ. Et tout le reste alors, tout ce qui n'est pas branché directement sur lui, eh bien, c'est ce qu'on appelle un réseau distant. Pour le routeur, c'est un peu le Far West, la terre inconnue. Pour qu'il puisse y envoyer le moindre paquet de données, il lui faut une carte, un itinéraire qu'on doit lui donner de façon explicite. Et c'est précisément là que le routage entre en jeu. Justement, pour construire cette fameuse carte des réseaux distants, il y a en gros deux grandes philosophies. La première, c'est la méthode manuelle. On donne au routeur des instructions précises et fixes, une par une. La seconde, c'est de le laisser se débrouiller, de le laisser discuter avec les autres routeurs pour qu'ils découvrent et partagent la carte entre eux. C'est vraiment le choix entre le contrôle total et, disons, l'intelligence collective. En routage statique, l'administrateur réseau est un vrai cartographe. C'est lui qui dessine chaque route à la main. C'est un travail d'orfèvre, très précis, mais on va pas se mentir, ça peut vite devenir fastidieux. À l'opposé, le routage dynamique, c'est comme un réseau social pour les routeurs. Ils papotent entre eux, ils collaborent, ils s'échangent les dernières infos pour garder leur carte à jour, et tout ça automatiquement. Donc choisir entre statique et dynamique, c'est vraiment une histoire de compromis. Il n'y a pas de solution parfaite. Le statique, c'est un peu une forteresse. C'est super sécurisé parce qu'il ne diffuse aucune information et en plus, il est très léger en ressources. Le gros inconvénient, sa gestion peut devenir un vrai cauchemar sur un grand réseau. Le dynamique, lui, il est agile. Il s'adapte aux changements en temps réel. Mais voilà, cette communication permanente, ça consomme des ressources et ça peut aussi créer des failles de sécurité. Bon, revenons à nos moutons et concentrons-nous sur le routage statique. Pour construire sa table de routage à la main, l'administrateur a une sorte de boîte à outils avec 4 instruments principaux. Et chaque outil a un rôle bien spécifique, on va voir ça. Le premier outil, le plus basique, c'est la route standard. C'est une instruction toute simple et directe. En gros, on dit au routeur, écoute, pour aller vers tel réseau, eh bien tu envoies tout le trafic à ton voisin qui a cette adresse-là. Voilà, c'est clair, net, précis. Deuxième outil, la route par défaut. Ça, c'est le filet de sécurité. C'est la route au cas où. Elle dit au routeur, si jamais tu reçois un paquet et que tu n'as aucune idée de sa destination, surtout ne le jette pas. Envoie-le simplement par là. Et ce par là, c'est très souvent la direction du fournisseur d'accès à Internet. Ensuite, on a la route résumée. Ça, c'est un outil super malin pour optimiser. Imaginez qu'on ait 10 réseaux qui se suivent. Au lieu de créer 10 routes différentes, une pour chaque réseau, on va en créer une seule, une route résumée, qui englobe les 10. Le résultat, ça simplifie énormément la table de routage. Et du coup, c'est beaucoup plus simple à gérer. Et enfin, le quatrième outil, le plan B. C'est la route flottante. C'est une route de secours qui est là, en sommeil, juste en attente. Elle est prête à s'activer à la seconde où la route principale tombe en panne. C'est un outil essentiel pour la continuité de service. La connexion principale est coupée, pas de panique, la route flottante prend le relais instantanément. Et hop, le service continue sans interruption. Bon, maintenant, une question intéressante se pose. Que se passe-t-il si un routeur a plusieurs chemins possibles pour atteindre la même destination? Est-ce qu'il choisit au hasard? Absolument pas. Il suit une logique de décision très stricte pour toujours sélectionner le meilleur chemin. Alors, comment il fait son choix? C'est une hiérarchie en 3 étapes. Première étape, la plus importante, la spécificité. Le routeur choisira toujours la route la plus précise. C'est comme un GPS. Une route vers une rue précise sera toujours préférée à une route qui indique juste la ville. C'est logique.
Deuxième étape, si les routes sont aussi précises l'une que l'autre, il regarde la confiance. C'est ce qu'on appelle la distance administrative. En gros, il fait plus confiance à certaines sources d'information qu'à d'autres. Et enfin, troisième étape, si la confiance est la même, alors il regarde le coût, la métrique. Il prendra tout simplement le chemin le plus court, le plus rapide, le moins coûteux. Et que se passe-t-il en cas d'égalité parfaite? Si plusieurs chemins ont la même spécificité, la même confiance et le même coût. Là, le routeur fait quelque chose de très intelligent. Au lieu de choisir un seul chemin, il va utiliser tous les chemins équivalents en même temps. Le trafic va être réparti entre eux. Ça s'appelle l'équilibrage de charge et c'est une méthode super efficace pour maximiser la bande passante et la fiabilité du réseau. Alors, on pourrait se dire, avec le routage dynamique qui fait tout automatiquement, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait encore avec le routage statique? Eh bien, la réponse est simple. Parce que dans certains cas bien précis, c'est tout simplement le meilleur outil pour le job. Le routage statique, il est parfait dans plusieurs situations. D'abord, pour les petits réseaux, où sa simplicité est un vrai avantage. C'est facile à gérer. Ensuite, pour les réseaux qu'on appelle en cul-de-sac, ceux qui n'ont qu'une seule porte de sortie. Là, une simple route par défaut fait parfaitement l'affaire. Et surtout, le routage statique est roi quand la prévisibilité et la sécurité sont les priorités absolues. Quand on a besoin d'un chemin garanti, qui ne changera jamais, le contrôle qu'offre le statique est imbattable. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question un peu paradoxale. Si le routage manuel est si sécurisé, si prévisible, pourquoi est-ce que l'Internet tout entier, ce réseau gigantesque et chaotique, fonctionne de manière totalement automatique et dynamique? Eh bien, c'est là qu'on touche au compromis ultime, celui entre le contrôle total d'un côté et la capacité à s'adapter à une échelle immense de l'autre. Alors, contrôle ou agilité, il n'y a pas de bonne réponse. Tout dépend, en fin de compte, du type de réseau que l'on veut construire.